mon avis, il y a quelque chose qui est anormal dans ce qui s'est passé le 16 mars 2020 et on demande, moi j'espère, nous demandons vraiment, avec les acteurs qui sont mentionnés dans ce livre, on demande à ce qu'on nous réponde. Parce que ça ne devait pas arriver. Et si ça ne devait pas arriver, si ce n'était pas construit légalement, je parle bien de terme légalement, pas légitime, il faut que ces gens-là rendent des comptes et que tout ce qui s'est passé en aval de cette décision soit remis en cause et que les textes de loi qui ont été construits, donc le pass sanitaire et autres, soient purement abrogés. Il faut couper la racine de ce tentacule qu'ils ont mis en place. Et ça va se passer, je finirai là-dessus, sauf si on peut rigoler sur d'autres choses après, sur ce 16 mars. Bonjour, écoutez, aujourd'hui un événement pratiquement, puisque nous avons la chance d'avoir un écrivain, un auteur, un artiste qui, par sa pertinence, nous amène à un nouveau sillon dans le traitement de l'affaire du Covid. C'est rare, mais Nexus fait ce pari. D'auteur, j'ai envie de dire atypique. J'ai énormément aimé la lecture de ce manuscrit qui va être édité aux éditions Maya. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Noël Dalésia. Noël Dalésia, bonjour. Bonjour. Franchement, Covid-19, un virus politique. Alors, je vais dire tout de suite à nos éditeurs que c'est un cadre très particulier, puisque c'est un procès qui retrace les événements déterminants de cette, j'ai envie de dire, escroquerie politique qui a attribué 55 000 décès au Covid-19. Et c'est une fiction sur la perquisition, quelque part, du procureur. Et je crois savoir que, au fond, ce que vous aurez souhaité, c'est que tout ça se transforme en un procès réel. Parce que si j'ai bien compris votre démarche, et c'est là où je vous trouve très pertinent, et j'ai rarement lu quelque chose sur ce point, et ça va, je pense, énormément plaire à nos auditeurs, c'est que vous dites, enfin, tu dis, mon cher Noël, que les chiffres publiés par l'INSEE concernant la mortalité attribuée au Covid-19 attestaient que dès le 1er janvier au 16 mars 2020, la mortalité prétextée par M. Emmanuel Macron n'existait pas. Et donc vous dites que c'est parce qu'on a confiné les gens qu'il y a eu des morts. Absolument. C'est bien ça, Noël. Et on va en faire la démonstration. Et d'une manière très simple, lorsque nous avons tous été embarqués dans cette histoire absolument détestable de l'annonce par un individu qui se présente comme le président de la République un jour, un soir, bon écoutez les gars, demain c'est fini, on ne travaille plus, on ne bouge plus, on reste à la maison. Moi qui suis un ancien, la liberté pour moi, j'ai été élevé, on fumait encore dans les avions, entre guillemets, même si ce n'était pas une bonne chose. Donc, et moi j'ai vu un acteur un chanteur brûler un billet de 500 francs à l'époque et le fumer en disant regarde, t'as vu mes impôts, t'as vu où il part, regarde ce qui reste du billet, et je l'ai vu à la télé. Donc ça c'est la France, ça c'est la liberté. Donc je suis dans cette tradition, dans cette mémoire et dans cette culture et dans le souci de conserver cette liberté de parler. Lorsqu'on a eu les guignols qui ont disparu de la télé, je me suis dit, ah, il se passe des choses là, c'est pas normal, là, il faut faire en douceur. Et depuis, ça s'effondre. Donc, on s'est trouvé. Et puis, un beau jour, on a un individu qui dit, bon, maintenant, c'est fini, on va rester à la maison pendant 45 jours. Waouh! J'ai eu de la chance, par mes activités, j'ai pu les passer dans d'excellentes conditions. Mais c'est pas pour ça que je ne me suis pas inquiété, tout le monde. Et après, on nous a remis une couche en novembre. Waouh! Et après, on a commencé à nous expliquer qu'on va aller on va vous injecter, vous inquiétez pas, bougez pas, on va vous injecter, ça va bien, rassurez-vous, tout va bien, on est en train de créer ce qu'ils ont présenté comme un vaccin, mais qui n'était qu'une injection expérimentale. Waouh! Donc ça fait beaucoup, je suis père de famille, d'enfants jeunes, et on ne peut pas travailler, on a vu ce qui s'est passé, la catastrophe économique pour les plus faibles.
Donc, ce constat étant fait, j'ai dit, bon, il faut que je me bouge les fesses. Donc, un jour, j'ai dit, bon, attends, c'est quoi ce bordel? Alors, on a de la chance ils ont pas en même temps coupé les réseaux sociaux, parce que s'ils avaient en même temps coupé les réseaux sociaux, là, on était grillés morts en 2 mois. Alors, on a pu aller à l'information et la chercher. Et monsieur Vélo, dans le livre, monsieur Erstein, un peu un Perron, je dirais, surtout un Raoul, un Bazin, toutes ces informations, TVL, et ainsi de suite, Rémi, enfin, heureusement qu'on a eu cette vivacité, cette réaction de la population, des Français, et qui nous a permis d'aller chercher l'information. Mais c'est quoi ce bordel? Donc, à un moment donné, j'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai dit, bon, on va aller voir ce qui s'est passé vraiment. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai tapé INSEE, c'est-à-dire le 1er janvier 2021, j'ai dit, bon, combien il y a eu de morts? Et donc, je sors ce tableau. Je regarde ce tableau et je dis, mais c'est quoi ce bordel? C'est comment ils peuvent expliquer que les 55 000 morts sont attribués au Covid avec une preuve aussi désastreuse? Tout de suite. Et quand j'ai récupéré l'information sur de l'article, je suis aussi allé chercher le XL derrière. Et là, j'ai dit, bon, je vais quand même aller faire le total. Parce que déjà, sur les courbes, on voit que le rouge est en dessous, là, et qu'après, il y a le pic au 16 mars. On voit qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce tableau. Et à un moment donné, donc, et c'est là où cette histoire, ce livre a commencé. C'est là. Je prends le tableau, je fais le total de 2019 entre le 1er janvier et le 16 mars 2019 et le total entre le 1er janvier et le 16 mars 2020, les morts qu'on a au quotidien. Et je fais la soustraction. Et là, je tombe sur 7025 ou 27 morts de moins en 2020 qu'en 2019. Et c'est à ce moment-là, et j'ai fait 3 fois le chiffre, et 4 fois, et 5 fois, et je l'ai fait refaire. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est-à-dire que les couleurs rouges, le jaune, la grippe de Hong Kong, tout ça, visuellement parlant, puisque je suis un artiste, je me dis, là, il y a quand même un problème. Mais les chiffres, waouh, c'est factuel. Donc, je dis, allez, regarde, il n'y a rien. Mais il se trouve que cette information, il n'y a rien, ou il n'y avait rien au 16 mars. Je l'avais déjà pendant l'année 2020 confronté à la réalité des gens de mon entourage. Et chaque fois que quelqu'un me disait mais oui, je lui disais mais est-ce que tu en as un dans ton entourage qui est mort du Covid? Mais dis-moi, parce que moi j'en vois pas. Dans mon entourage, je vois pas de gens qui ont disparu. Et à chaque fois que je disais ça, je voyais les gens qui levaient la tête, le doigt, qui disaient non. Je dis écoute, si tu n'as pas vu des morts dans ton entourage immédiat et un peu externe, c'est qu'il n'y a rien. Mais les gens ne me croyaient pas. Ils me disaient non. Je dis mais si. Et donc en allant chercher, on trouve la preuve, mais même avec la preuve, même après, donc entre 2021 et aujourd'hui, les gens, ils n'osent pas reconnaître, accepter qu'on ait pu se moquer. Mais c'est même pas se moquer, parce qu'on va parler de la réalité des faits, mais à ce point de l'intelligence. Mais c'est ça que je trouve fascinant chez toi, c'est que tu es la preuve vivante du bon sens populaire, du bon sens français. C'est parce que c'est quand même assez incroyable. Pas tout à fait. Oui, mais j'ai la chance, grâce à Nexus là, de connaître davantage les auditeurs que les bien-pensants qui pensent tout savoir sur tout. Mais je remarque qu'il y a quand même des Français qui, face à ce non-sens, là, tu le démontres par un calcul simple. Et en plus, ce qui est remarquable dans ton livre, c'est que tu t'appuies sur les chiffres de l'INSEE. Donc, c'est ça que je veux aussi, je veux insister sur ce point auprès de nos auditeurs, c'est que les chiffres que tu donnes sont actés, irréfutables. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a marqué suite à nos échanges, c'est que tu as eu le courage d'aller partout, de présenter ce document qui aujourd'hui est traduit par un livre, mais qui était à la base la volonté de faire un réel procès contre nos gouvernants actuels. Et tu les as tous rencontrés, et il n'y en a pas un qui a eu le courage d'aller dans ce sens
Et c'est là où je suis un peu sidéré, parce qu'on les entend tous aujourd'hui aller sur le terrain de la vaccination, et ce pourquoi ça n'a pas marché, patati patata. On voit que toutes leurs démarches judiciaires n'aboutissent pas. Par contre, je pense qu'une démarche judiciaire sur ton postulat, je pense qu'elle aurait des chances d'aboutir. C'est exactement la réponse du, du français à la française, fait du berger à la bergère, que je donne à Macron, Delfrécy surtout, à Véran, à Buzyn, Salomon. à Salomon, on va en parler bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je, je précise par ailleurs que Salomon est un élève de Péronne, hein, étudiant. Donc les connexions entre Péronne étaient dans le comité, de ce que j'ai compris, que j'ai vu dans le comité au départ de vigilance de conseil de guerre avec Raoul. Raoul, il a dit, attendez, qu'est-ce que vous me faites faire là? Je me casse, je ne sais pas à quel moment Péronne est parti. Mais bon, il s'est passé quelque chose à un moment donné de grave. Et ce dont tu parles, ce bon sens, le bon sens, c'est pas du bon sens, c'est pourquoi vous nous enfermez. Parce que ce qu'ils ont appelé le confinement, le synonyme de confinement, c'est réclusion. Alors, ce n'était pas une réclusion criminelle à perpétuité ou autre, ce n'était pas une réclusion médicale, mais c'était une réclusion. Ce monsieur Macron, moi je dis Macron, hein, ne m'en voulez pas, c'est l'accent. C'est l'accent, monsieur, voilà. Vous êtes du Sud, on va rappeler que vous êtes du Sud. Voilà, du Sud, des fois je mâche les mots. Alors, le livre est une fiction, bien évidemment, mais les faits, ils sont réels. Mais la fiction, elle est construite sur la base de faits qui sont factuels, même pas réels, factuels. Et donc, un jour, on nous a dit, tu ne travailles plus, tu ne sors plus, tu te tais, tu te signes un document pour pouvoir sortir. Et il y avait derrière, en bas, il y avait les policiers, les forces publiques qui étaient là pour vous mettre des douilles et vous regarder comme si vous étiez des voyous. Mais du jour au lendemain, mais c'est quoi ce bordel? Attendez, là, on est des Français, qu'est-ce que vous arrêtez de nous faire? Moi, j'étais un des seuls, le masque, après, je ne le mettais jamais. Et j'attendais qu'un gendarme vienne m'expliquer que je dois mettre un masque dans la rue. J'ai quelques aptitudes pour avoir une discussion si jamais on me fait agresser. Donc, ce que tout le monde n'a pas, donc face à une agression qui peut arriver de l'autorité. Mes enfants sont allés à l'école avec un badge Macron ne touche pas à mon ADN. La maîtresse, elle leur a enlevé. Moi, je le remettais. Je dis, tu le gardes. Et c'était une façon de dire, t'arrêtes. Et le masque, tu le mets pas. Donc, mes enfants se sont fait embrouiller par leurs camarades de classe parce qu'ils étaient le seuls à pas mettre le masque. Parce que les camarades de classe leur disaient, nous, on est obligé de le mettre, tu le mets toi aussi. Donc, ils nous ont mis dans un engrenage qui est absolument insupportable, tant physique que mental, que sociétal, que financier. Donc, ce que tu appelles le bon sens, c'est même pas du bon sens, c'est de la survie. Non, mais moi, je parlais du bon sens dans le sens du bon sens populaire. C'est-à-dire que le français, moi, je le vois au quotidien. Les gens, ils vivent dans le réel. Alors, ils voient, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'acharnement, encore une fois, judiciaire qu'il y a eu à l'endroit de ceux qui ont tenté d'alerter la population. Je rappelle quand même qu'il y a eu quand même des gardes à vue de parents qui ont été opérés et des dénonciations où des mamans ont perdu leurs enfants du fait qu'elles avaient refusé le traitement indigne qui avait été fait aux enfants. On se rappelle dans les cours de récréation, la distanciation sociale en l'occurrence, et on voit qu'aujourd'hui, la santé mentale, il y a tout un débat aujourd'hui sur la santé mentale, on voit que juste chez les adolescents, l'auto de suicide a explosé et on a plus 25% de jeunes enfants français atteints de troubles mentaux. Mais sont d'une gravité exceptionnelle. Mais pour revenir au bouquin, moi, ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça que je t'ai téléphoné, pour qu'on fasse vraiment une émission. Ton postulat est très pertinent. Je n'avais pas vu sous cet angle-là, puisque effectivement, on a aujourd'hui une approche liée au Covid, où on sait que c'était une thérapie génie et non pas un véritable vaccin.
On sait que ça n'a pas empêché la vaccination de ne pas avoir le Covid. Tout ça, c'est extrêmement documenté. Donc ceux qui veulent vraiment savoir le savent. Et avéré. Avéré. Ce qui est passionnant dans ton affaire, enfin, la manière dont toi tu traites l'affaire du Covid comme étant un virus politique, c'est que tu expliques bien qu'il n'y avait pas de danger dans la mesure où les chiffres de l'INSEE rappelaient qu'il n'y avait pas de décès. Il y avait, le chiffre exact, ça doit être 6608 décès, même en moins. Je vais plus loin, je te coupe parce que je vais plus loin. C'est pas une histoire qu'il n'y avait pas de danger. Il n'y avait rien. Tu dis que ce virus n'était pas dangereux, je reprends tes termes. Tu vois. Oui, non, on essaye d'aider l'auditeur à comprendre où on veut l'amener. C'est même pas qu'il n'y avait pas de danger. On nous avait, depuis décembre ou même octobre, commencé à nous expliquer que c'était en Chine, après que c'était en Italie, c'est arrivé après un pangolin, une chauve-souris. On a montré, on a tous les documents. Là, et donc, effectivement, en mars, ça faisait 6 mois qu'on nous expliquait qu'il y avait un virus. Manque de peau, les autorités qui ont manigancé cette histoire, ils ne voyaient toujours pas le nombre de morts exploser. Et ils appelaient les Chinois et disaient, bon, il tue ou il ne tue pas ton virus? C'est quoi? Je m'amuse un peu avec l'histoire, mais c'était ça. Pourquoi on n'a pas de morts? Ben, attends, bouge pas, on va t'en faire des morts. Bouge pas, on va confiner tout le monde et je peux t'assurer que dès l'instant où on va mettre quelqu'un qui a une comorbidité tout seul dans sa maison pendant 2 jours, c'est soit une décomorbidité, soit il va prendre le virus ou la grippe, parce qu'on ne sait même pas si c'était la grippe ou le virus, et on dira que c'est du Covid et qu'il est mort, et on aura. Mais alors c'est ça qui est génial. Ce qui est génial, c'est que tu expliques dans ton bouquin, enfin dans ton livre, que tout ça a été organisé et prémédité, et qu'on se retrouve avec 47 459 personnes, pour être précis, parce que tu t'appuies vraiment là-dessus, j'insiste, et c'est pour ça que ton livre, non seulement il est inattaquable, j'ai envie de dire, et je me pose vraiment la question encore maintenant, pourquoi ceux qui l'ont eu dans leurs mains, puisque tu l'as remis à plusieurs décideurs politiques, plusieurs personnalités médiatiques, et personne, jusqu'à aujourd'hui, Nexus fait ce pari, parce que moi je trouve que c'est un livre intelligent, c'est un livre qui pose question, et je pense même que si ce procès, tel que toi tu l'as construit, avait lieu, je pense que ce serait probablement le seul qui pourrait aboutir. Parce qu'aujourd'hui, aucune démarche n'a abouti auprès du Conseil d'État et toutes les institutions judiciaires saisies. C'est la raison. Et depuis le début, je dis ça, même dans les premières manifestations, quand on a commencé à nous imposer le masque et surtout le pass présenté comme sanitaire et qu'on nous a interdit d'aller au café, au restaurant, de voyager, de travailler, de prendre le train. C'est-à-dire, c'est pendant 1 an, mais c'était gravissime. Après les 2 confinements, l'année d'après, on nous met ça dans la tronche. C'est 2 années de réclusion totale, mentale, physique, financière. Mais quand je vais parler à un moment donné, en avançant dans la discussion, je ne vais plus employer le mot de Véran, président de la République et autres. Moi, je parle de monstres. Ces gens-là sont des monstres. C'est ce qu'ils nous ont fait vivre, ce qu'ils ont fait vivre aux Français. Ils avaient une stratégie, c'est pas possible, et on le démontre, et je le démontre quand je dis on. Je m'inscris dans une collégiale, dans une globalité, dans un ensemble de personnes qui va de Bazin à Ménard, à Erstein, à Perron, à Raoul et à tant d'autres qui ont travaillé vélo, qui ont travaillé à donner des communications et à un moment donné, le fameux Chavoué avec le maltraité, tout ça ont été des clés qui ont permis à quelqu'un qui veut comprendre, en mettant les pièces au bon endroit, de dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, j'emploierai la troisième personne parce que c'est très important. C'est pas c'est nous avons. Après, j'ai réussi à le mettre dans un ordre où c'est tellement évident et clair que la stratégie de la préméditation est avérée. Et en amont de cette stratégie, ou en aval plutôt, en amont, on va dire, en aval, le sabotage du soin et pour obtenir des décès, pour à l'arrivée obtenir le pass sanitaire et derrière, bien sûr, tout ce qui va conduire ou qui est en train de conduire au contrôle numérique des individus, on est dans cette manipulation qui a commencé un jour. Alors, si vous commencez, c'est très important, c'est là où le livre apporte un élément que tu viens de souligner qui est fondamental,
Si on part après le 16 mars, on n'aura jamais raison. Parce qu'il y aura toujours le oui, mais non. La France, aujourd'hui, c'est oui, mais non. C'est même pas non, mais oui. C'est oui, oui, tu as raison, mais non. Pardon, non, mais attends, oui, mais non. Donc, on est dans une situation qui est complètement, intellectuellement parlant, insupportable. Donc, si vous revenez au 16 mars, et c'est la question que pose le procureur à la fin du Oui. réquisitoire. C'est la question, c'est pourquoi vous avez, Monsieur le Président de la République, pourquoi vous avez confiné? Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucun chiffre, il n'y a aucun rien. Donc, et c'est le talon d'Achille de toute cette organisation. Et il est là. S'ils sont capables de nous dire, oui, il y avait un danger, regardez, il y a eu des morts, donc on l'a fait. Là, je dis, OK, on arrête de discuter, vous aviez raison, vous avez fait votre travail. Qui répondent à cette question? Et c'est la question du procureur. Et à la fin c'est d'autant plus fascinant. C'est d'autant plus fascinant que aujourd'hui, même dans ce que certains appellent la dissidence, même si j'y crois pas trop, la question n'est pas posée. Je m'explique. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les données chiffrées, qui est Chaillot. Et j'ai jamais vu ni entendu quelqu'un qui, à la suite, excepté toi, de travaux de ce type, dit « mais il faut revenir au 16 mars ». Et ce qui est quand même assez hallucinant, et tu l'expliques très très bien dans ton livre, c'est que tu expliques qu'en réalité, cette politique, alors tu traites de tous les aspects, mais là où j'aime ta pertinence, c'est que tu vas principalement sur un axe qui explique que toutes ces conditions sanitaires ont poussé à l'isolement et à l'absence de soins à l'endroit de ces 47 459 personnes vulnérables qui vont être mis en quarantaine sans aucune surveillance dans l'attente de leur décès qui va forcément être inexorable. Et ça, c'est la clé du livre parce que on comprend grâce à toi qu'il a fallu créer, entre guillemets, des morts et qu'ils ont réussi à le faire en s'en prenant aux personnes les plus vulnérables. Et là, d'un seul coup, on s'est retrouvé quasiment avec 50 000 morts et ils ont pu faire dérouler le contrôle numérique, que tu expliques très bien, le pass sanitaire. On a été, comme pour reprendre tes termes, étiquetés puis tracés comme des colis, quoi. Par des inconnus. Oui, c'est ça qui est faux. C'est ça. Dans la nouvelle version, je pense l'avoir retiré, ça, parce que c'était important. Mais j'ai la première version. Hein. Oui, mais j'y tiens beaucoup. Qu'on soit contrôlé, étiqueté comme des colis, déjà, ça m'est assez insupportable. Bon, que ce soit un Français qui contrôle un fonctionnaire français de notre culture, français au sens sociétal du terme, qui me contrôle, si je suis bien arrivé à destination, je veux bien. Mais que ce soit même pas, qu'on ne sache même pas qui va me contrôler ou qui va contrôler mon enfant, alors là, vous arrêtez vos conneries, là, les gars. Ça va plus du tout. Ça ne va plus du tout. Je ne suis pas d'accord. Je m'insurge. Je dis non. Et pour arriver à un résultat, il faut faire sortir tous ces gens qui manipulent l'institution, l'État français, avec une volonté qui est manifestement guerrière, si on reprend le terme de ce monsieur, de ce monstre. Donc, on va pas là, on est en train de discuter de partir dans ce qui s'est passé après, de leur volonté. Non, on revient au 16. Le livre, il revient au 16. C'est le 16 mars. Répondez-nous, monsieur Delfrécy. Vous ne pouviez pas savoir, au vu de vos compétences, vous ne pouvez pas ne pas savoir qu'en isolant tous les Français, les plus vénérables mourront. C'est obligatoire, parce que même en appelant le 15, c'était fermé. Donc, ils n'avaient personne. Donc, le gars, en 2 jours, même pas une après-midi, ça y est, il passait en zone rouge et en prémortem. Donc, on est... Qu'ils aient mis en œuvre cette stratégie et qu'ils nous aient ensuite sorti ce graphisme en disant qu'il y a eu 55 000 décès supplémentaires, là, moi, je leur sors la carte, je le relis, parce que ce n'est pas ma spécialité, je relis la carte de la préméditation, c'est-à-dire la préméditation, c'est un délit réprimé par l'article 132-72 du Code pénal, et dès l'instant où vous préméditez le décès d'une personne, on passe dans la rubrique assassinat ou meurtre. Ce ne sont plus des décès. Et c'est le discours que je tiens. Alors maintenant, je dis peut-être des conneries,
Mais répondez-moi pourquoi vous avez confiné alors qu'il n'y avait aucune raison de confiner. Et en plus de ça, je le rappelle à nos auditeurs, tu t'appuies principalement, parce que d'ailleurs c'est dans le livre, hein, tu remontres tous les graphiques, tous les chiffres, toutes les statistiques, et tout est tiré de l'INSEE quand même, pas l'Institut... Un seul Ouais, article de l'INSEE. c'est ça, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Je rappelle que quand même, c'est ce qui diffuse des informations sur l'économie et la société française, et ce depuis 1946, si mes souvenirs sont bons. Donc pour preuve qu'on n'est pas du tout dans une histoire de complotisme. Mais alors ce qui est fascinant, c'est que tout à l'heure tu parlais de monstres, et là d'un seul coup, on est dans le chapitre meurtre avec préméditation. Assassinat. Oui, Meurtre. mais bon, c'est de l'ordre du crime. Ah, totalement. Totalement. C'est la lecture que je fais de ces éléments. Et en tant que citoyen, je dis, waouh, à mon avis, c'est passé quelque chose. Et bien évidemment, compte tenu de la gravité non pas de l'accusation, parce que l'accusation, c'est le procureur qui le fait dans la fiction, hein, c'est pas Oui, ça j'ai vu. Galésia ou autre, ou c'est pas nous, même si M. Perron s'étonne du non-respect du droit de la médecine, du non-respect du malade, c'est cité dans le livre, alors que c'est pas de ça qu'il faut s'étonner, c'est de s'étonner pourquoi on leur a pas administrer de l'hydroxychloroquine ou de l'azithromycine. Pourquoi Qu'est-ce qui a justifié qu'on ait interdit ces substances pour éventuellement obtenir des effets alors qu'on en connaissait des usages? Mais c'est toujours pas de ça qu'il faut parler. Il faut toujours rester et revenir. Je m'amuse à partir un petit peu dans la discussion de tout le monde, mais je reviens au 16. Je dis non, pourquoi vous avez confiné? Et il y a un autre élément très important dans l'analyse de ce graphique de l'INSEE, de ce document qui se voulait être la preuve magistrale éditée par l'État qui donnait raison aux politiques et à leurs décisions, enfin, aux politiques, à 4 ou 5 politiques, puisque le cabinet de défense, c'était 4 ou 5 personnes, peut-être moins. Donc, c'était même plus les politiques de l'Assemblée. C'est personne qui a décidé, c'est ils ont décidé. Donc, ce texte ou cette rédaction donne raison, essaye de donner raison à ces gens-là, ces quelques personnes qui nous ont mis le pays dans un état minable, et les personnes, mais n'y rentrons pas. Et donc, si on va plus loin dans l'analyse de ce chiffre, de ces données, ils nous disent que 55 000 morts par rapport aux années précédentes, donc depuis les années 70, mais si on prend la réalité des morts, ils ne sont pas morts pendant l'année de 2020. Sur ces 55 000 morts affichés, il y en a 47 000 et des poussières, le mot... 459, 47 459. Mais c'est pour dire qu'on n'est pas à 2 ou 3 morts là, on est 47 000 et 459, c'est 500 de plus. Donc c'est hallucinant quand on réfléchit un petit peu. Et donc ces 45 000 décès présentés comme des décès par l'État pour je ne sais quelle raison, mais il va falloir qu'ils répondent aussi, parce que c'est leur métier de lire des statistiques, sont morts pendant les 2 périodes de quarantaine, parce qu'un confinement, c'est une quarantaine, médicalement parlant. Donc, pendant 90 jours, il y en a 47 459 qui sont morts. Et pendant le reste du temps, il n'y en a eu que quelques-uns. Donc, c'est bien la preuve que c'est le confinement qui a généré ces décès. C'est arithmétique. Mais c'est quand même incroyable que cet aspect-là, aujourd'hui, n'est pas suffisamment traité dans les médias. Je confirme. Oui, c'est ça, quoi. Et c'est ce qui m'a plu parce que, enfin, m'a plu, les auditeurs me comprennent, mais d'ailleurs, eux vont découvrir par cette émission d'abord ton livre, que franchement, je les invite tous et tous à se procurer aux éditions Maillard, mais on montrera la couverture de l'ouvrage. Il y a quand même quelque chose qui me fascine parce que toi, tu apportes un autre aspect du droit qui est effectivement la préméditation. Tu te réfères à l'article 132-72. Et c'est vrai que nous, on a tendance du fait à l'après. C'est-à-dire, même moi, hein, je le dis franchement, voilà, hein, je te remercie 1000 fois, mon cher Noël, de m'avoir fait découvrir cet aspect-là, parce que
je pense que je suis comme la majorité des gens qui nous écoutent. On était dans la stratégie qui a été appliquée après, dans cette critique-là où on s'en est pris à nos libertés. On a très bien vu la stratégie via les mesures Covid, l'auto-attestation, je reviendrai là-dessus parce qu'on a atteint le summum. D'ailleurs, il y a une étude du CNRS qui dit qu'il y a eu une stratégie pour un contrôle de masse concernant la population, l'interdiction des soins, et c'est vrai que moi, je n'avais pas vu avant, et toi tu nous le décris très bien, et je ne comprends toujours pas, et j'insiste auprès de nos auditeurs, que tu m'as dit les noms de toutes les personnes qui ont reçu d'abord ton manuscrit avant qu'il devienne un livre, hein, celui-ci, et qui ne soient pas montés au créneau. Là, et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des avocats, même parmi les plus connus, qui n'aient pas porté plainte au regard des éléments factuels que tu c'est là où donnais. c'est inquiétant. C'est là où c'est inquiétant et où le phénomène, et c'est pas de la parano, parce que moi, ça fait maintenant 5 ans que je m'intéresse à ça, c'est le phénomène de l'infiltration par les pouvoirs et X, hein, ou l'État, de toutes les résistances. C'est sûr. Ah bah là, tu m'as convaincu. Tu m'as vraiment convaincu que dans le traitement Covid, il y a des gens qui étaient une sorte de résistance, entre guillemets, contrôlée. En tout cas, il y a la vraie résistance, comme les Gilets jaunes qui s'affichaient, et après, il y a eu d'autres. Je le sais par mon expérience, entre guillemets, politique du terrain. Et après, à l'intérieur des résistances naturelles légitimes qui se mettent en œuvre, il y a tout de suite des infiltrés qui sont envoyés par l'administration. Et eux, ils sont là pour embrouiller tout le monde. Ils prennent des postes clés, ils sont gentils, obéissants, et ils foutent un bordel pas possible. Et j'ai bien peur que, et on ne va pas les citer, mais dans tous ces personnes qui sont dans la... où c'est, comment dire, soit ils ont peur du résultat, mais il faut voir la gravité de la situation, mais à un moment donné, il faut faire pas cas de sa personne, comme le dit Ron Branco. À un moment donné, attendez les gars, il faut qu'on se bouge. Là, parce que là, c'est un abîme dans lequel on va droit tout. C'est pas un mur, c'est un abîme, même pas un précipice. Et c'est disparition pure et nette. Ou ils étaient là pour, OK, on va négocier, on va empêcher, vous savez, dans un procès, pour le perdre, il suffit que votre avocat, qui est votre premier ennemi dans un procès, soit en bonne entente avec l'avocat d'en face. Et il ne va pas mettre la petite pièce qu'il ne faut pas. C'est tout. Et c'est fait exprès. Et ce qui fait que, où il va en rajouter une petite que vous n'avez pas vue, et le juge va s'appuyer sur cette pièce pour vous dégommer. C'est une stratégie, alors élémentaire dans le droit. Et qui perdure, et qui est les vrais. Oui, qui est les vrais. Moi, en tout cas, je sais que ça fait partie de l'apprentissage. Je te rassure, je l'ai tellement vécu. L'homme à qui tu parles est fiché S, 3 tentatives d'assassinat, je compte même plus le nombre de gardes à vue que j'ai eu. C'est pour ça que j'ai fini, tellement j'ai eu à être surpris par la volonté de certains de ne pas aller à l'essentiel. J'ai créé un mouvement citoyen qui s'appelle l'Alliance pour la France. C'est 1 euro l'année sans obligation quelconque. C'était histoire de faire le nombre. Mais je ne suis pas dupe, mais c'est vrai que ton livre, j'avoue franchement, m'a donné à voir et à comprendre pourquoi... J'ai pas compris pourquoi certains ont mis un frein par rapport à ce type de livre. Mais voilà, la question est posée. C'est vrai. Mais pour continuer dans ce que je disais, c'est que je pense que majoritairement, les gens se posent beaucoup de questions. En tout cas, ceux qui, je le vois sur Twitter, sur certains réseaux sociaux un peu plus actifs, se posent quand même des questions, demandent des comptes. Et c'est vrai que, mais j'en fais partie, hein, j'avais pas vu cet aspect-là dans le cadre de la crise Covid, et je t'en remercie. C'est pour ça qu'avec Nexus, on est très content alors là, pour le coup, de faire connaître ton livre, de faire connaître cet aspect qu'en tant que citoyen alerté, tu nous révèles. Et c'est tout à ton honneur, mon cher Noël. Et là où je veux en venir, c'est que nous sommes allés sur un autre aspect qui, on voit, est une voie de garage, puisque Conseil d'État, Conseil constitutionnel sont toujours allés contre, faut le dire, le bien-être des Français. Donc la corruption, elle est, et sur laquelle s'appuie Emmanuel Macron, elle est principalement la corruption de l'institution judiciaire.
Et il faut voir comment ils ont massacré les Gilets jaunes. 3000 Gilets jaunes quasiment qui ont eu des peines de prison, donc 400 avec des prisons fermes, avec mandat de dépôt, 600 sans mandat de dépôt et 1200 et quelques avec des peines de prison avec sursis, d'autres des peines d'intérêt général. Ils n'ont pas mis autant de moyens contre les pédocriminels, contre le trafic d'organes et le narcotrafic. Mais par contre, le Français populaire qui allait manifester contre la hausse du prix de l'essence, celui-là, les criminels en robe noire l'ont littéralement massacré à la demande de leur maître. De leur maître, qui sont au-dessus même d'Emmanuel Macron, qui est l'oligarchie financière. Mais il y avait un article de loi qui était très intéressant, et moi je pensais naïvement qu'on aurait pu défaire ce pouvoir. C'était sur le fait que, et tu l'as dit, les autoattestations jusqu'à l'interdiction de soins, en passant par les plages dynamiques, qui se rappellent encore des plages dynamiques, et la fameuse distanciation sociale. Il y a un article de loi dans le code pénal français qui, du fait de la pression qui a été par le pouvoir, qui nous a fait subir tant sur le plan physique que psychologique, je vais le citer, c'est l'article 223-15-3 qui dit la chose suivante, et là... nous y avons tous cru, est puni de 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de suggestion psychologique ou physique résultant de l'exercice direct de pression grave ou réitérée ou de techniques propres à altérer son jugement ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale, ou de conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui soit gravement préjudiciable. Effectivement, cet article de loi rentre dans le fait que ce pouvoir, Emmanuel Macron et tous ses affidés, nous ont fait subir. Et c'est vrai que je pense que si on parle aujourd'hui à la majorité des gens qui sont autour de nous, qui s'intéressent, qui sont interpellés, tout le monde dit c'est vrai, on nous a fait subir cette violence-là. Mais là où 2 ans de violence. Ouais, merci. Mais là où toi tu abordes, tout en maintenant ce préjudice subi sur l'altération physique et psychologique, toi tu dis vous avez aucune chance sur ce terrain-là, et le temps te donne raison, puisque malheureusement il y en a de manière très courageuse, je pense à l'initiative récente faite par Louis Fouché et d'autres, qui ont pour la énième fois porté plainte. Et j'en parlais avec Louis Fouché lui-même, qui me disait que toutes les démarches judiciaires, elles avaient été vouées jusqu'à maintenant à l'échec. Mais moi, j'étais très fier qu'il le fasse avec d'autres médecins, puisqu'au moins un jour, ces gens seront réellement jugés, pas seulement par l'histoire, mais par les gens. Nous sommes dans un... Je me permets de te couper. Non, mais vas-y. Pour apporter mon point de vue, mon expérience, je commence à avoir un certain âge et j'ai toujours été très actif. Nous sommes dans un système où, là, actuellement, où on n'est plus dans le français, la logique, le respect des textes, d'une phrase, d'un raisonnement, de la loi, on a des monstres en face. Les monstres, ils ne fonctionnent pas avec la rigueur intellectuelle. Donc, on n'a plus d'État en face. On n'a plus rien, on n'a personne. Vous avez quelque chose qui est difforme. Et c'est ça la gravité. Alors, même si vous rentrez dans l'institution judiciaire, où ils sont nombreux, ces gens, ces monstres-là, en robe noire, et où vous mettez un texte, quel que soit le texte, on vous dit oui, mais non. C'est systématique. Et donc là, des Fouché et autres, même Perron, il fait attention. Raoul, on n'entend plus, mais c'est normal, ils se sont tellement fait massacrer et ils ne sont pas allés sur le vrai poste. Le vrai poste, c'est pas tout ce qui s'est passé après. On vous a toujours, oui, mais on ne savait pas, on a fait, oui. Ah, il y a eu des morts suite aux injections. Ah ben, on ne savait pas. Vous avez même Pfizer qui vous explique qu'ils n'avaient même pas pensé à gérer l'immunité et la transmission. Les deux, s'il vous plaît, pas qu'un seul, les deux. C'est vrai. Et qu'ils en ont vendu pour 70 milliards, il paraît, de ce qu'on nous a dit. Et que les personnes, les gens, on vous dit 70, bon, 70, c'est 2 décimales, 7 et 0. Non, 70 milliards, c'est 70 000 millions d'euros. Oh, les gars.
Donc on est dans une planète autre que celle que nous sommes en train, nous, d'établir dans cette conversation, toi et moi. Ils vivent ailleurs, ces gens-là. Oui, oui. Puis, on ne peut pas discuter avec eux. C'est ça qui m'interpelle, c'est que j'ai eu la chance de traiter avec des invités vraiment que je salue par le fait qu'ils aient accepté de venir en débattre, dont toi aujourd'hui. C'est vrai que face à ces criminels, il se pose à un moment la question, puisque c'est celui qui est censé rendre la justice qui devient injuste, qui fait des faux en écriture, qui subordonne des témoins, qui fait user celui d'en face des procédures en veux-tu en voilà, afin de le détruire socialement, psychologiquement, économiquement. Et financièrement. Et financièrement, bien sûr. C'est là où je disais économiquement. C'est vrai que on voit qu'il y a une volonté, en tout cas, par la justice française, par ce pouvoir, de tout de suite massacrer celui qui est apte à d'un seul coup surréagir physiquement. Mais moi, je crois que malheureusement, si ça perdure, il risque d'y avoir comme réponse en face l'ultra-violence. Parce que la violence, aujourd'hui, elle est celle de ce pouvoir. Elle y est déjà. Oui, oui, mais eux l'exercent, l'ultra-violence. C'est-à-dire que l'ultra-violence... En réaction, elle y est déjà l'autre, l'ultra-violence. Mais à se demander si ce n'est pas leur objectif. Moi, je pense qu'ils ont peur, ils ont réellement peur que les gens, demain, investissent les tribunaux. Parce que si demain, les tribunaux sont asphyxiés, non mais je parle en connaissance de cause, si demain, les tribunaux sont asphyxiés, Emmanuel Macron et sa clique se sauveront, quitteront en urgence ce territoire national, puisqu'aujourd'hui, ils ne réussissent à faire ce qu'ils font parce que le degré de corruption au sein de l'institution judiciaire a atteint des sommets. Attention aux mots qui sont employés dans cet entretien, c'est-à-dire criminel, degré de corruption et autres. On va dire que c'est la corruption intellectuelle, parce qu'on nous sommes écoutés, il paraît. Donc, mais moi, je ne cache pas. L'habitude de... Non, mais les mots, attention. Comme disait Camus, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. D'accord ? J'ai suffisamment de recul pour savoir aujourd'hui qu'il me faut employer les mots à dessein. D'accord ? Qui exerce l'ultraviolence aujourd'hui ? C'est pas le peuple. L'État, évidemment. On est d'accord. Et Nietzsche disait quoi ? L'État le plus froid des monstres froids. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? On se vante en France auprès de l'institution que notre pays serait aujourd'hui un État basé sur l'égalité de droit et le respect du contradictoire, ce qui est d'ailleurs dans le marbre de notre Constitution, suite à une révolution, d'accord ? Qui était soi-disant contre un ordre établi, et pour ça on a commis le pire des crimes, pas moi, mais en tout cas ceux qui ont eu à le commettre, c'est le régicide, d'accord ? On a coupé la tête de notre roi, et donc de celui qui était le lieutenant du Christ en France, et celui qui avait la plus haute charge de la respectabilité du droit. Qu'est-ce que c'est Emmanuel Macron ? Moi, j'ai deux observations à te faire. La première, c'est que, c'est vrai qu'en 1700, on a coupé la tête d'un roi, mais les Anglais l'avaient déjà fait un siècle avant. Il ne faut pas oublier ça. Ils l'ont toujours, le roi, en Angleterre. Mais ils ont coupé une tête en premier avant nous. Et après, bon, ils ont négocié, je ne sais pas, donc c'est leurs affaires. Ce que je suis en train de dire, c'est que prôner une révolution aujourd'hui, ça peut être dangereux parce que les gens peuvent ne pas comprendre exactement ce que cela signifie, et ça ne pourrait qu'ajouter du désordre au désordre. C'est pour ça que moi je reste avec le plus de précautions possible sur le respect de l'état de droit. Mais en appliquant l'état de droit. Donc, et là, ça veut dire que la révolution, entre guillemets, doit être à l'intérieur de ce système. C'est dans ce sens, Noël, c'est dans ce sens que j'exprime, puisque je rappelle au début de l'émission que ton livre, se basant sur des faits réels, se traduit par une fiction ou un procureur fin réquisitoire. C'est dans ce sens-là où je vais, puisque pour moi, l'acte, et c'est le fondement de ma vie, c'est l'égalité de droit. Le fondement de ma vie, c'est de lutter contre l'injustice. Mais
quand je vois que dans mon pays, l'institution judiciaire massacre les Français. Oui, c'est une catastrophe. Et à côté de ça, attendez, on va se parler franchement. Il y a 400 enfants violés par jour dans notre pays, c'est les chiffres officiels, d'accord ? 160 000 par an. Et qu'il y a, chiffre du ministère de la Justice, que 3% des pédocriminels qui sont traduits aux assises, ça veut dire qu'il y a 97% d'OAR. Par contre, quand il faut aller chercher les gens qui sont des éveilleurs de conscience, des gens qui disent stop à cette injustice sociale, économique, juridique, les premiers à les massacrer, ce sont des criminels en robe noire. Alors, on va essayer de répondre à cet argument. Tu es en train de dire, et nous sommes en train d'amener la conversation sur un point fondamental, c'est que ils se permettent tout. Et on voit un Premier ministre actuel qui a défendu des cas gravissimes. Il paraît que sur les 14 curés de Bétarame, il y en a les 14 qui sont pas écroués, mais mis en cause. Donc, ce n'est pas 1 ou 2 ou 3 ou 4, c'est tout le monde. Et je ne parle même pas de surveillants. Enfin bref. Et on sait, on a la preuve, un ancien magistrat, c'est pas n'importe qui, un ancien gendarme, un professeur qui l'accuse. Et il est toujours en place, il ne moufte pas et il vous balance que c'est parce que les filles veulent faire tomber le gouvernement. Mais il reste en place. Là, on a la démonstration que ces monstres ne fonctionnent pas comme nous fonctionnons, nous, ou comme devrait fonctionner. Le seul élément, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, le seul élément pour faire tomber ces monstres, et la seule chose que ne peut accepter un pays, c'est l'assassinat. Dès l'instant où on parle de mort, d'assassinat, alors là, on va voir les procureurs, dire qu'est-ce qui se passe, et à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Et j'apporte la preuve dans ce livre que c'est prémédité. Maintenant, à l'institution, on tend la balle. Regardez, allez vérifier. Faites des enquêtes. Allez vérifier. Faites des enquêtes. Il se trouve que ce livre, ce réquisitoire de procureur, qui sera peut-être le réquisitoire final dans quelques années. Je l'espère le plus rapidement possible. Donc, pour dire, parce que on ne doit pas oublier, et c'est écrit je l'ai écrit, on ne doit pas oublier qu'il y a 45 000 personnes français, 47 000, non, 55 000, parce qu'il y a ceux qui sont morts en dehors du... Oui, après, mais là, c'était 47 459. Oui, mais on va parler de ceux qui sont morts pendant le confinement, c'est-à-dire pendant... ils sont morts dans des conditions totalement atroces. Et ils sont décédés. C'est pas 2, 3, 4, 5 morts. C'est pas une joggeuse qui se fait attraper. On met 70 gendarmes pour trouver le corps et puis le procureur qui va passer à la télé. On parle de 47 000 personnes qui se sont retrouvées à la morgue. Alors que le 16 mars, il n'y avait rien, les gars. Point, il n'y avait rien. Donc expliquez-nous pourquoi vous avez confiné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et 47 000 dont, d'ailleurs, pour aller plus loin, les familles n'ont pas pu... rencontré. Marc Doyer, si ma mémoire est bonne, il n'a pas récupéré le corps de son fils. Je lui ai amené le livre, lui aussi. Lui, il n'a pas bougé. Là, avec la mort. J'ai fait le déplacement à 7 pour aller lui expliquer. Il n'a pas bougé. C'est impressionnant. Par contre, je sais, pour l'anecdote, qui m'a glissé, qu'il était en contact avec les très hautes sphères de l'état-major. Oui, mais manifestement. Et qu'on lui avait conseillé que s'il voulait que ça arrive à quelque chose, il fallait surtout qu'il ferme sa gueule. Il me l'a dit, il ne m'a pas dit, mais non, pour arriver à quelque chose, il faut se taire. Moi, encore une fois, j'insiste sur un point, parce que tu rappelles les propos tenus par le docteur Bernstein, justement, qui confirme par une enquête préliminaire que les autorités françaises sont rendues coupables en 2020 des 55 000 décès fallacieusement attribués au virus Covid-19. Donc il y a quand même eu des chercheurs sur lesquels tu t'appuies pour faire le réquisitoire, enfin sur lesquels ton procureur de fiction s'appuie pour... Mais, c'est une fiction. Oui, mais c'est une fiction que moi je trouve, justement, je pense que le fait que tu élabores par ce biais nous amène, d'ailleurs ça a été mon cas et je te remercie, nous amène à d'autant plus réfléchir et nous poser des questions. Puisqu'en plus de ça, moi je suis sorti d'un précaré intellectuel où j'avais vu beaucoup plus les aspects, surtout de l'auto-attestation, ça m'avait fasciné en termes d'ingénierie sociale, pour une raison très simple, c'est que comme quoi on se dit, et c'est souvent le danger, que
les gens oublient l'histoire. Hein, c'est ce que disait Henri Barbusse dans son livre Le Feu, qui évoquait, je crois, la Première Guerre mondiale. Pourquoi ça m'a interpellé, l'auto-attestation ? Puisqu'on s'est dit plus jamais ça, aujourd'hui tout le monde est au courant, mais quand il y a eu les JO de 2024, le génie j'ai presque envie de dire de l'inflation normative, on a eu l'équivalent de l'auto-attestation du Covid, parce qu'ils ont juste changé de nom en appelant ça la dérogation circulaire à Paris, et l'inscription sur une plateforme pour regarder la cérémonie. Et j'ai retrouvé les conditions qui étaient reprises par la presse française. Hein. Donc, concernant les bars et les restaurants, pour l'ensemble des périmètres rouges, nous avons 700 établissements industriels et commerciaux. Le principe, c'est de laisser ouvert. Mais oui, il faudra justifier du fait qu'on rentre dans le périmètre pour se rendre dans un restaurant, et donc il y aura forcément une inscription sur la plateforme. Donc, et puis l'autre question, c'est des personnes invitent des amis à voir la cérémonie depuis leur fenêtre. Quelle est la marche à suivre ? C'est-à-dire que ils sont allés. Bravo, mais tu viens de faire la démonstration. Tu viens de faire la démonstration que le travail du Covid, enfin la première, et ce fameux 16 mars, la volonté ultime, c'est obtenir ça. Et ils l'ont obtenu. Et j'ajouterai à ce scandale des Jeux Olympiques, ce qui a coûté X milliards, on ne le saura pas, tout ce que vous nous dire, c'est quoi ? Il y avait 40 000 artistes, sportifs, et il y avait 40 000 privilégiés. C'est-à-dire qu'il y a 40 000 mecs blindés d'oseille et qui n'avaient rien à cirer d'aller montrer qu'ils étaient patte blanche, ont profité aux frais de la nation, et les autres ils sont restés devant la télé. Donc c'était pas du tout la glace populaire et tout. C'est un scandale. Et la réponse est fascinante, hein, concernant les personnes qui invitent des amis à voir la cérémonie depuis leur fenêtre. Hein. Ils ne sont pas sur place. Hein. Ils ne sont pas invités. Ils arrivent à la fenêtre parce qu'il faut passer par la porte. Eh ben justement, alors les gens qui viennent, qui sont invités par des amis pour voir la cérémonie depuis la fenêtre, il faut les inscrire sur la plateforme. Cela passera par une obligation déclarative qui reposera sur l'habitant avec la production des identités des personnes invitées. Pour les péniches logements, ça sera le même principe. Quand même, que les gens, les Français, ont pensé un plus jamais ça après les autostations du Covid, ont accepté la dérogation circulaire à Paris. Et en plus de ça, il faut savoir que tous les partis politiques confondus. C'est là où le problème arrive. Et j'appuie dans ton sens en disant une chose, c'est que c'est pas un papier qu'ils ont montré. Ils ont dû numériser. C'est ça. Et c'est là où le vice est et où ce sont des monstres. C'est-à-dire que celui qui contrôlait, celui qui a délivré le sésame, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où est la plateforme, on ne sait pas rien. C'est-à-dire que quand, au début, on parlait est-ce que les Français, est-ce que nous allons nous laisser étiqueter et tracer comme des colis, 3 points, par des inconnus, là, ça devient manifestement grave. Et je rebondis sur les pseudo-politiques, là, les têtes de liste qui nous expliquent que la souveraineté, la France et tout, et qui ne sont pas foutus de se mettre ensemble, enfin bref, et d'avoir un travail, et qui, si vous arrivez à parler un peu trop fort, ils vous disent, toi, tu es par là, c'est par dehors, là, lui, il n'est pas d'accord. Et ces gens-là n'ont pas défendu, ne se sont pas égosillés, et la manifestation, il fallait la faire contre les Jeux Olympiques, parce que c'est quoi ce bordel ? On ne pouvait pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller. C'est vrai que c'est vrai que ça interpelle, et c'est tout l'honneur aussi de ton livre de rappeler quand même que la première des manipulations, elle s'est faite sur le détournement, sur un mensonge, sur le détournement d'une donnée chiffrée. Et c'est vrai que moi je rigole parce que quand j'entends certains parler de souveraineté et que ils sont incapables de dénoncer, et comme tu le dis à la fin de ton réquisitoire, la cupidité, le mensonge et l'hypocrisie du pouvoir en place, ils peuvent rester chez eux. Moi, je voulais revenir sur un point dans ce que tu as dit, c'est que il y avait une étude du CNRS. C'est très important quand même que le CNRS, par le biais d'un de ses chercheurs, a fait état du bilan d'une surveillance massive. C'est-à-dire que la France fait partie des pays qui ont adopté en mars 2020 les règles de confinement les plus strictes et les plus contraignantes au monde pour lutter contre une pandémie. Et c'est comment il s'appelle ? Nicolas Mariot, le fameux chercheur,
qui s'est vraiment interrogé sur cette expérience d'obéissance de masse. Et moi, je pense, parce que j'ai retrouvé là, pendant qu'on discutait, une phrase de ce rapport. On mettra en ligne le lien du CNRS. Alors, je lis. En tant qu'historien spécialiste de la guerre de 14-18, j'ai déjà étudié une telle expérience d'obéissance à grande échelle. Et j'ai été surpris qu'une nouvelle forme d'union sacrée, justifiant suspension des libertés et gouvernement sans contrôle, ait pu se répéter presque un siècle après à l'identique. C'est à se demander si on est un peuple cultivé. C'est à se demander si on est un peuple qui a développé la critique. C'est à se demander si on est un peuple qui cherche véritablement à se détacher de la doxa, des chaînes mainstream et surtout de ce pouvoir corrompu. Alors, je vais avec toi te dire oui, parce qu'il y a eu une résistance contre ce monstre, ou ces monstres, et à un moment donné, il était tellement excédé de notre résistance, parce qu'il y a eu beaucoup de gens. J'ai assisté à des manifestations en bas, dans le sud, où il y avait 15 000 personnes le samedi. 15 000 personnes, c'était énorme dans une petite ville. Il y avait 20% de la population, et puis c'était 20 minutes, il y avait du monde. Donc non, il y a une résistance en France, nous sommes cultivés, nous tenons à nos prérogatives de liberté, et on ne s'est pas laissé faire, on ne se laissera pas faire. On a un problème, c'est que l'interface entre l'État et le peuple est infiltrée, mais alors, tu en voilà. Et c'est là où il faut commencer à faire le ménage, et après faire le ménage aussi au niveau de l'institution judiciaire, parce que là, c'est même pas infiltré, c'est pollué à un niveau très certainement, mais il y a des magistrats qui ont une éthique, c'est archi sûr, et donc il faut juste aller remettre un peu faire le ménage là-dedans. Mais c'est vrai, parce que j'insiste à chaque émission là-dessus. Moi, je ne suis pas en guerre contre l'institution judiciaire. Au contraire, je me félicite parce qu'on a le chiffre, à peu près aujourd'hui. Alors, le problème, c'est qu'il y a 8000 magistrats, mais on sait qu'en réalité, sur les données chiffrées, aujourd'hui, il y en a 150 qui font un travail extraordinaire dans notre pays avec très peu de moyens et qui sont protégés par la police parce qu'ils sont menacés de mort. Et même parfois, leurs enfants sont menacés de mort, ce que rappelait très bien Maître Sanviti récemment dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Et ça, c'est des magistrats pour qui j'ai un respect immense, puisque pour le coup, ils rendent honneur à la France dans le sens où il est écrit au-dessus de chaque jugement au nom du peuple français. Par contre, il y a une masse critique d'une incompétence crasse, et je l'assume. On peut voir aux affaires familiales, le juge des enfants, c'est la débandade. Le ménage, c'est tout. Oui, mais il y a un truc qui est très important, c'est qu'en plus les données chiffrées existent. Il y a un rapport du Sénat qui fait état, quand on additionne, d'à peu près 76% des Français qui estiment que les décisions de justice sont injustes. Donc les Français ne sont plus dupes que cette institution judiciaire ne répond plus en termes de respect du droit et de réglementation. Je comprends le discours, le raisonnement, mais je voudrais dire quelque chose de très important sur lequel tu vas rebondir, j'en suis sûr. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert que la société qui avait monté l'ingénierie sociale concernant l'auto-attestation est une société qui a aussi des attaches avec les États-Unis, mais qui a un siège en France, en l'occurrence à Paris, si mes souvenirs dans le 15e, et qui sont proches de l'Élysée. Mais surtout, ce qui est très intéressant, tu en as parlé au début dans le cadre de notre échange, quand bien même, moi j'attends plus grand-chose, c'est pour ça que créer l'Alliance pour la France, je pense pas que, pour citer certains noms, en l'occurrence M. Philippot, il puisse changer quoi que ce soit à tout ça, malgré tout le respect que j'ai pour des gens que je connais qui sont militants et qui vont à ces manifestations. Il y a un truc qui est très important, c'est aussi les collusions par le pouvoir lui-même, puisque tout ça, ça a profité à des gens, Emmanuel Macron lui-même, puis il y a des gens autour de lui. Pourquoi ? Et je m'explique. Qui a géré les QR codes du pass vaccinal ? On se rend compte que c'est la société Atos. Qui était le directeur de la société Atos ? Un dénommé Thierry Breton. Qui est aujourd'hui administrateur de cette société
dont le principal actionnaire est BlackRock, fonds de gestion américain, qui détient aussi une partie de la dette française, en l'occurrence, c'est Édouard Philippe. Alors c'est quand même incroyable qu'en plus dans les sondages, on veut nous vendre ce personnage qui, ne l'oublions pas, est mêlé en l'occurrence au Rivotril. L'assassinat de masse qu'il a commis à l'endroit de nos anciens. Mais c'est quand même assez incroyable de voir ce type de collusion. Et dernièrement, le débat a lieu. Thierry Breton est invité sur tous les plateaux de télé. Édouard Philippe, on veut nous faire croire que c'est le futur champion. Et Emmanuel Macron ignorait, on veut dire, tout ceci. Alors, revenons à nos moutons. Et tu as fait le résumé de l'entretien. Quand tu as dit, quand j'ai parlé le mot de mensonge, il faudra le retrouver en relisant la vidéo. Tu as dit que tout s'est produit sur une erreur de calcul. C'est sur une erreur de chiffre à un moment donné. Tout démarre sur une mauvaise interprétation interprétation de chiffre. Mais c'est génial parce que c'est le talon d'Achille. C'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut demander des comptes. Et à partir de ce moment-là, tout va imploser chez eux. Et il faut appuyer dans ce sens. Il faut que les gens comprennent qu'il n'y avait strictement aucune raison de confiner. C'est pas des mensonges, c'est beaucoup plus fort que ça. Et un président de la République et ce comité présenté comme de défense n'avait aucune légalité, même pas légitimité, aucune légalité à confiner la population française, le peuple français, sur l'argument qu'il y avait des morts. Par contre... C'est ça excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Et là, je vais continuer sur un autre argument, un troisième, sur ce fameux graphique, parce que c'est vraiment la clé de voûte. C'est le talon d'Achille, c'est là que si des gens honnêtes s'y intéressent et qui sont dans l'État, là, les gars, il faudrait quand même arrêter de se foutre de notre gueule, du peuple et des enfants et de ceux qui vont arriver. Je précise au passage que le document, en résumé depuis 3 ans, à chaque manif, j'allais voir le gradé, là, celui qui faisait le berger, qui menait tout le monde là, avec la casquette et le machin, des renseignements généraux et autres. À chaque fois que j'allais le voir, je lui disais, en fait, tu lis ça et puis tu le transmets chez toi, là en haut, là, parce que là, il se passe quelque chose qui est anormal. Ces gens-là, ils n'ont pas fait leur travail. Hein. Ou alors, s'ils l'ont fait, à un moment donné, quelqu'un a dit non, ça, on le met à la poubelle. C'était un petit détail, une anecdote, c'est pour dire à quel point l'État était informé de ce que nous discutons aujourd'hui. Et donc, si on reprend ce graphique que tu pourras remontrer à ce moment-là, si on prend une courbe de pandémie ou même où des décès d'une importance gravissime sont en œuvre sur une échelle de 12 mois. Donc, tu vois les décès. Dès l'instant où tu fais une quarantaine, tu inverses la courbe des décès, puisque dès l'instant où tu isoles les gens, la propagation s'arrête, et automatiquement, la hausse, elle doit être en amont et en aval. C'est ça. Puisque dès qu'on arrête la quarantaine, la propagation recommence et les décès montent. Donc, cette courbe, et c'est là où c'est hallucinant que ce soit la preuve, elle doit être inversée pour prouver que le confinement a servi. Et c'est l'inverse. Non mais, waouh! Ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que, et je te remercie 1000 fois, mon cher Noël. Comme je dis, c'est beau de voir des êtres humains en France faire œuvre utile par le raisonnement, par le questionnement, par le doute. Tu n'es pas... Oui, puis en plus, ce que j'aime à rappeler, c'est que, on en parlait tout à l'heure avec l'équipe de Nexus, c'est fabuleux parce que à te lire, il n'y a rien de complotiste, c'est des données chiffrées, tu cherches pas en plus à te soustraire au droit, au contraire, tu voudrais qu'il s'applique. Moi, franchement, j'invite la majorité de nos auditeurs à nous écouter. Moi-même, je me suis embarqué sur un questionnement lié à la fabrique du consentement, à l'ingénierie sociale, au contrôle des populations, aux origines même platoniciennes des origines de ce confinement, parce qu'on retrouve... Et tout ça intellectuellement, c'est passionnant, c'est brillant, mais pour répondre
juridiquement et demander des comptes à ces monstres, moi que je qualifierais de criminels, je trouve l'idée de ta fiction passionnante, puisque si on avait à résumer, d'ailleurs tu le résumes à la fin de ton livre, par ce questionnement qu'a le procureur, c'est la première question qu'il pose, parce qu'il y a toute une série de questions qu'il va poser à nos chers et tendres voyous. Et la première question, en plus c'était assez drôle parce que en te lisant, j'imaginais, parce que c'est ça qui est bien avec la fiction, c'est qu'on imagine la scène, et t'as le procureur qui dit mais pourquoi Monsieur le Président de la République, alors imagine Emmanuel Macron en face, avez-vous unilatéralement décidé de confiner la population française le 16 mars 2020 alors que la situation sanitaire ne l'imposait pas. Mais c'est vrai que personne aujourd'hui, excepté toi à travers cette fiction, ne pose cette question. Je pense que là, pour le coup, il serait coincé. Ah mais non, mais il va être coincé. J'espère. Ils vont être coincés. Je veux dire, on est dans une situation, et là où cette conversation est extrêmement intéressante, parce que tu viens de relier ce qui s'est passé dans ce livre avec ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques, où l'argent public, l'effort collectif a servi à 40 000 privilégiés et à 40 000 sportifs. Se foutent de l'un de le monde à ce point, au prétexte de la sécurité. Quelle sécurité? Arrêtez là, c'est bon là. Bon, bref, indépendamment de ça, on parlait du droit. Et donc, à ce sujet, moi, je me suis amusé à rechercher. Je suis tombé à page 40, je me disais, ouais, Noël, qu'est-ce que tu fais? Bref. Et j'ai trouvé un article, et peut-être qu'un des procureurs vrais à ce moment-là me donnera raison ou tort, mais je précise, et c'est écrit dans la fiction, que la répression de l'infraction de la non-dénonciation de crime, parce que la France est bien faite, c'est pour ça que je parle des monstres et du droit et de la structure que l'on a de l'État et des règles qui doivent gérer l'État, elle est très forte. C'est ça qu'il faut préserver. Il faut juste aller faire le ménage à tous ceux qui là-dedans, font leur petite négoce. Mais surtout, vous préserver cette structure qui est le fruit d'une civilisation. Civilisation et le gouffre qui arrive, l'abîme. Donc, faisons attention. Donc, il est stipulé que la répression de la non-dénonciation de crime, il est stipulé qu'elle est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, article 434-1, et de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende si le crime porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ouais. C'est-à-dire que, les gars, lorsqu'on voit qu'il y a un crime, on est obligé d'aller dire qu'on a vu qu'il y a un crime. C'est pas qu'on va faire une dénonciation calomnieuse, quoi que ce soit. Je dis, moi, il me semble qu'il y a un crime. En écrivant ce livre, sous forme de fiction, je le précise à la fin, je dis, attendez les gars, moi il me semble, alors vous allez voir, c'est votre métier. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui est anormal dans ce qui s'est passé le 16 mars 2020 et on demande, moi j'espère, nous demandons vraiment, avec les acteurs qui sont mentionnés dans ce livre, on demande à ce qu'on nous réponde. Parce que ça ne devait pas arriver. Et si ça ne devait pas arriver, si ce n'était pas construit légalement, je parle bien de terme légalement, pas légitime, il faut que ces gens-là rendent des comptes et que tout ce qui s'est passé en aval de cette décision soit remis en cause et que les textes de loi qui ont été construits, donc le pass sanitaire et autres, soient purement abrogés. Faut couper la racine de ce tentacule qu'ils ont mis en place. Et ça va se passer, je finirai là-dessus, sauf si on peut rigoler sur d'autres choses après, sur ce 16 mars. Non, moi j'avoue que le questionnement qui est celui, enfin le réquisitoire, enfin, questionnement déjà qui est fait par le procureur à la fin de ton livre, pose des questions très simples, assez confondantes, auxquelles on s'est beaucoup trop éloigné aujourd'hui. Et ça, pour moi, ça m'interpelle. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on fasse cette émission ensemble, pour rappeler à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'il faut faire œuvre utile et aller dans un sens, à mon sens, parce que, comme disait Nietzsche, encore une fois, la vie, c'est un oui, un non, une ligne droite, un but, pour atteindre un but qui est d'abord aussi d'avoir réparation, c'est-à-dire auprès des familles des victimes, parce qu'on parle de plus de 50 000 morts, et aussi
d'avoir la vérité sur, sur ce crime. Sur ce Ils ne sont crime. pas morts du Covid. Voilà, en plus, ils ne sont pas morts du Covid, ils sont morts. Ils sont peut-être, quelques-uns sont peut-être morts du Covid, mais la grippe a disparu des statistiques de 2020, Ouais, ils sont morts 2021. du confinement. Et elle réapparaît en ce moment dans les statistiques. Ouais, je veux dire, c'est ça donc, qu'il faut. allons faire le ménage là-dedans, allons voir qui est mort de qui et de quoi. Et là, on va s'apercevoir que effectivement, il y a eu des erreurs d'appréciation des chiffres. Et c'est faux parce que quand j'ai lu ton livre, que, encore une fois, j'invite nos auditeurs à lire, aux éditions Maya, ça a été très intéressant parce que à un moment donné, je me suis dit, mais d'où vient cet emballement par la suite? Parce qu'en fin de compte, à partir du moment où ils avaient pris cette décision de nous confiner, de prendre des mesures de toutes sortes, et voire même des mesures illégales, puisque j'ai retrouvé... ton livre est un livre à tiroir, il nous questionne. Enfin, je me suis dit, mais attends, toutes ces mesures qui ont été prises contre les soignants non vaccinés... Et ouais, c'est quand même assez incroyable, parce que, par exemple, j'ai vu que concernant le domaine des salariés privés ou publics qui refusaient la vaccination obligatoire, on est allé jusqu'à ne pas les rémunérer, alors que dans le cadre du Code du travail, la suspension d'un salaire est illégale. C'est monstre. Ils ont mis des familles du jour au lendemain qui étaient des bonnes personnes sous refus d'une injection expérimentale, ils les ont mis à la rue sans bouffer, sans rien. Oui, mais de manière illégale. C'est ça qui est bien, c'est que grâce à ton livre, j'ai eu à découvrir que toute légalité, même ce qui était légal a été rendu illégal. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a eu un emballement généralisé. Bon, ils l'ont fait avec l'aide et le support de certains journalistes, hein, puisqu'ils se sont bien arrangés de ne pas présenter... Je pense que si ton livre, d'abord, qui était un manuscrit, parce que moi j'ai sous la forme d'un manuscrit aujourd'hui, mais qui est en cours d'édition là, et qui va paraître ces prochains jours, si la majorité, je pense, des Français a eu à connaître ces données statistiques, je pense que ça aurait changé la donne. Le problème, encore une fois, c'est comment se fait-il qu'on n'arrive pas à générer collectivement des vérités. Alors, il faudrait sortir du cadre des égos, et ça, c'est insupportable quand je vois la guerre des égos. Et là, je te confirme ton impression, et le c'eût été différent si ce livre ou ces informations auraient été sorties au bon moment. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, ça, c'est du 2021, c'est-à-dire tout de suite. Et dès que j'ai compris le truc, j'ai donné à tout le monde. J'ai donné à tout le monde. D'ailleurs, et je me suis trouvé face à une inertie absolument spectaculaire des gens qui étaient censés nous protéger et qui avaient pris l'étendard de notre liberté, de la défense de nos droits, de notre santé, et épuisé, entre guillemets, par l'attente, un matin, je me suis dit, bon, je vais écrire un livre, parce qu'on ne peut pas laisser ces informations toutes seules dormir dans un endroit. Et parce que j'ai vu qu'il n'y avait aucune autre possibilité. Et je ne cache pas que autant l'écriture de la plainte a été quand même fastidieuse, et la collecte des informations pour être juste, factuelle. Après l'écriture du livre, je me suis bien amusé à l'écriture du livre, me mettre dans la tête du procureur, et je leur fais un pied de nez qui n'est pas sans plaisir. D'ailleurs, je laisserai. D'ailleurs, tu t'es tellement amusé que tu as laissé, tu dis la condamnation que demande le procureur à l'endroit de ces personnes. Donc je laisse nos auditeurs le découvrir. En plus de ça, tu es loin. Je le dis tout de suite à certains, n'attendez-vous pas à ce qu'ils soient jugés. Il n'y a pas de peine de mort, hein. Là, on est dans le cadre du droit et du droit français et de toutes ces règles. Mais j'avoue que c'était assez croustillant de te voir habiter la robe comme le défenseur de nos droits. Non, le procureur, il se marre de temps en temps, il regarde, là, on le voit en train de se dire, il regarde les prévenus, je regarde, est-ce que j'ai fait un effet de manche là? Après, il y a toute une histoire dans sa tête qui agrémente la gravité du discours.
Et ce qui est fou, c'est que c'est simple. Et ce qui est fou, c'est que c'est très dérangeant de voir que toi, de là où tu es, en tant que citoyen français, amoureux de notre pays, oui, non, mais je veux dire, et je te remercie parce que, en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, j'ai eu à te connaître grâce à Marc Daoud, le directeur de publication, parce que de tous les gens que tu as cités, enfin que tu n'as pas cités, mais on a compris que tu en citais beaucoup, le seul, j'insiste, le seul qui m'a remis, à qui t'as remis un livre et qui a trouvé pertinent et intéressant d'en faire une émission, et je remercie Marc et l'équipe de Nexus de me l'avoir confié, c'est Marc Daoud, c'est Nexus. Wow. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler le dernier numéro dans lequel j'ai eu la chance de faire un entretien avec une de nos précédentes invitées, mais que je vais réinviter prochainement, qui est la jeune Héloïse Benamou, suite à son livre Swift sur les données bancaires, qui justement s'intitule « Covid long, contamination vaccinale, effets secondaires ». C'est sans publicité. Et voilà, moi-même, je me suis abonné à Nexus parce que vous avez la preuve vivante, encore à travers cette émission, que nous sommes réellement, je dis bien réellement les seuls, à vouloir promouvoir la vérité, les éveilleurs de conscience, et j'ai envie de te qualifier, comme le fait si bien nos amis Raphaël, non pas de lanceur d'alerte, mon cher Noël, mais de lanceur d'avenir. Parce que tu as fait vraiment œuvre utile. J'espère très sincèrement, en tout cas, que on aura à t'inviter un jour ici en présentiel, que ce livre connaisse le plus grand succès, parce qu'il le mérite. Et je pense réellement, et j'invite tous ceux qui se prétendent à défendre les intérêts des Français, ceux qui font parfois 200 000 vues, 300 000 vues, de commencer à questionner la présidence de la République sur le postulat de Noël d'Alésia, qui est pourquoi vous nous avez confinés alors qu'il n'y avait pas de mort, et pourquoi en raison de ce confinement, on s'est retrouvé malheureusement avec plus de 47... Enfin, vous avez rendu encore plus vulnérable 47 459 personnes qui ont eu à décéder malheureusement de ce confinement, faute de soins et faute de surveillance. En tout cas, je vais te laisser le mot de la fin, mon cher Noël. Je te remercie 1000 fois de nous avoir honoré de ta présence. Sache que Nexus a répondu présent. Tu vois, et je invite tous ceux qui comme Noël, par leurs moyens, par leur intellect, ont cherché à connaître la vérité. Nous vous abandonnerons jamais, parce que nous faisons un travail d'éveil, un travail qui consiste juste à faire de l'investigation aussi. Et en l'occurrence, on a porté très haut l'investigation d'un lanceur d'avenir, qui est Noël d'Alésia. Vraiment, merci Noël. On mettra la couverture de ton livre. Je rappelle que c'est aux éditions Maya. Vous pouvez, je pense qu'il doit être en précommande. Donc je pense que les gens, s'ils se rendent sur le site de Maya, ils pourront acheter ce livre. Vraiment, Covid-19, un virus, 3 points politique, point d'interrogation. Et puis quelque part, tu rends et tu fais honneur à ce que devrait être la justice. Parce que ton procureur m'a bien fait sourire. Merci Noël. À toi le mot de la fin, mon cher ami. Bien, tout est dit. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps d'arriver à la fin de cet entretien, en espérant avoir été grandement utile au pays. Et à ce qu'il se passe enfin quelque chose sur ce mot Covid-19 et que nous arrivions à nous débarrasser de cette pieuvre pour retrouver une indépendance du pays et une véritable indépendance pour assurer la survie de nos enfants. Je te remercie 1000 fois. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, je tiens compte même de vos critiques. Je tape plus sur la table. Voilà. Certains qui ont les oreilles sensibles
se reconnaîtront. Voilà, je vous embrasse. Merci Noël. Et merci encore à Nexus. J'insiste vraiment. Nous n'abandonnerons aucun lanceur d'avenir. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir Noël.